Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on prenait le temps de réfléchir à la complexité et à la beauté des familles recomposées ? Que signifie vraiment recomposer une famille et comment peut-on trouver sa place dans une configuration où les choix, les attachements et les loyautés s'entremêlent ? Dans cet épisode, je te propose d'ouvrir grand la porte sur ces situations de vie de plus en plus fréquentes, ces histoires de cœur et de liens qui ne ressemblent à aucune autre. Pour explorer ce sujet en profondeur, j'ai eu le bonheur d'accueillir Yvi Dor, psychologue clinicienne à Bordeaux, enseignante à l'université, autrice et spécialiste de l'approche systémique. Yvi apporte avec elle une riche expérience du terrain, mais aussi une sensibilité toute particulière. Elle partage son quotidien de professionnelle, avec son chat écothérapeute. Ce détail aussi savoureux qu'original incarne bien la douceur et la compréhension qu'Yvi met au centre de son approche. Maman de 2 grands enfants, elle a aussi traversé, comme beaucoup, les défis de la parentalité contemporaine. Ah, je te précise aussi une chose, elle a été ma psychologue lors de ma thérapie il y a 10 ans. Et c'est un plaisir de la retrouver ici suite à la parution de son livre « Belle-mère, beau-père, trouver sa place ». Ensemble, nous avons discuté sans détour de ce qu'est une famille recomposée aujourd'hui. Une mosaïque unique de modèles, de relations et d'attentes, nous avons abordé la délicate question de l'attachement. Peut-on vraiment ou doit-on aimer les enfants de son ou sa partenaire ? Faut-il se positionner en vrai parent, entre guillemets, ou trouver une nouvelle place d'adulte ressource ? Yvi nous livre ses réflexions sur l'autorité, la gestion des limites, les conflits de loyauté, les relations avec les ex et beaux-parents, sans oublier les outils pour mieux communiquer et préserver la santé du couple face aux tempêtes. À travers de nombreux exemples, elle éclaire les pièges qui guettent ces familles et nous donne des clés pour une cohabitation harmonieuse, respectueuse des besoins de chacun et chacune. Tu te demandes comment poser une limite saine face à un ex ou une ex trop présent ou présente, ou préserver l'équilibre du couple et celui des enfants lorsque des conflits surgissent ? Tu te questionnes sur la place à donner à un beau-parent, sur ce qu'il est réaliste d'attendre ou pas d'une famille recomposée ? Cet épisode apporte un éclairage précieux et nuancé, délivrant des pistes concrètes et du réconfort pour tous ceux et celles qui vivent de près ou de loin ces réalités. Tu veux donner un coup de pouce au podcast ? Abonne-toi et laisse des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify par exemple. Tu peux aussi venir discuter sur Instagram, Facebook, TikTok ou LinkedIn. Et si tu veux me parler de vive voix, il y a SpeakPipe même depuis ton téléphone. Et puis si tu veux aller plus loin, il y a Papatriarcat Plus, des épisodes en avance, sans pub et déjà plus de 80 bonus à découvrir, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Yvi, on parle beaucoup de familles recomposées, mais en fait, une famille recomposée, c'est quoi concrètement ? Est-ce qu'au fond, on n'en sous-estime pas la complexité ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un seul modèle ou est-ce qu'il existe plusieurs formes de familles recomposées avec des dynamiques très différentes ? Je te souhaite une bonne écoute. Il y a autant de familles que de personnes, en fait. La famille, c'est vraiment c'est lié quand même à cette configuration qui est basée sur le fait qu'il y ait un enfant, parce que sinon c'est un nouveau couple, mais c'est pas une famille recomposée. Dans la famille recomposée, il y a au moins un enfant qui vient d'un couple précédent, soit du côté d'un des 2 partenaires, soit du côté des 2 partenaires. Dans une famille recomposée, il n'est pas nécessaire que ce couple-là ait un enfant du couple. Mais dans toutes les familles recomposées, il y a un enfant. Et non, ces familles recomposées, elles sont toujours différentes comme toutes les familles, en fait. On ne fait jamais famille pareille parce que on arrive avec déjà chacun avec un modèle de famille. Et puis, il va falloir construire notre modèle à nous de famille. Et c'est toujours quand même unique. Et dans les familles recomposées, c'est pareil. C'est très différent et c'est unique. Ça fait partie quand même des nouvelles formes de famille, je trouve. Depuis quelques années, la famille recomposée, elle mérite un regard qui est différent. Parce que avant, quand se séparer était rarissime, quand les gens se séparaient peu, on regardait ces familles-là plutôt avec un mauvais œil, je trouve.
aujourd'hui, un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée. 45% des couples divorcent, donc sans parler des couples qui ne sont pas mariés, donc ne sont pas divorcés, mais qui se sont séparés. Donc, ça devient quand même aujourd'hui une manière de faire famille qui doit être considérée avec respect, mais aussi, je me dis, avec cette singularité-là aussi. Vous l'évoquez, ça reste un modèle qui reste assez nouveau quand même, mine de rien, quand on regarde à l'échelle de la construction de notre société, qui a été stigmatisé quand même aussi beaucoup pendant un temps, qui l'est peut-être encore un peu. C'est pas si naturel que ça, en tout cas dans nos habitudes. On entend souvent dire qu'on choisit pas sa famille, mais dans une famille recomposée, eh bien, on doit composer avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies non plus. C'est peut-être ça le grand défi, c'est qu'on a des personnes qu'on a choisies et d'autres qu'on n'a pas choisies. Comment dépasser ce constat et réussir à construire des relations solides? C'est vrai que on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas non plus ses beaux-parents et ses beaux-enfants. Pour autant, on a l'avantage de les découvrir avant. Alors que on ne sait pas ce qui sont nos enfants, ce qui sont nos parents. Donc on les découvre quand même avant. On sait qui sont-ils et peut-être que ça nous donne plus de chances d'apprendre comment y faire. La relation, c'est toujours quelque chose de vivant. C'est vraiment, moi je dis, c'est comme une pâte à modeler en fait. La relation, on peut la faire évoluer un petit peu en fonction de ce qu'on souhaite, ce qu'on voudrait. Donc oui, on peut faire évoluer cette relation-là, même avec des gens qu'on n'a pas choisis, parce que la question, c'est pas tant si on est choisi ou pas, c'est parce que ce ne sont pas des amis. Nos amis, on les choisit, mais la question, je me dis que c'est plutôt quel type de relation que je veux établir avec cette personne. Mmh. Quelle est la caractéristique des relations que je vais établir avec elle? Donc c'est vrai qu'on dit souvent aussi on prend le package, si on est avec madame ou monsieur, on prend le package, et ça c'est quand même pour moi assez sécurisant de se dire je prends le package parce que ça serait quand même très compliqué de se dire je te veux toi mais je veux pas être en lien avec tes enfants. Ça indique quelque chose aussi. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a de ce côté, on va revenir, de toute façon, là, dans quelques instants sur les enfants, sur les ex, etc. Parlons-nous des beaux-parents. Vous évoquez dans votre livre des conflits fréquents entre le ou la partenaire et les parents de celui-ci ou de celle-ci. Qu'est-ce qui se joue là-dessous? Est-ce que c'est une question d'attachement, de contrôle ou de loyauté familiale, peut-être? Pourquoi il y a des tensions avec les beaux-parents? Sachant que ça, c'est même un sujet qui peut toucher les familles non recomposées. Bien sûr, bien sûr. En fait, l'idée j'ai voulu aborder la question des beaux-pères et belles-mères parce que je trouve que c'est déjà une très grande particularité française de utiliser le même terme pour désigner les parents du conjoint et les conjoints du parent. Oui, tout à fait. Et quelquefois, quand on en parle, là, quand vous aviez posé la question, je me disais, mais de quoi il parle? Vous voyez, il y a un temps comme ça où on doit se dire, de quels beaux-parents parlons-nous? Et effectivement, le parent, et ces deux figures, je trouve, dans l'histoire des familles, ce sont des figures qui n'ont pas souvent le bon rôle et qui prennent une place très importante dans les thérapies. Moi, j'en parle beaucoup dans les thérapies. Les personnes m'en parlent beaucoup. Il est souvent sujet des beaux-parents ici, dans cet espace. Oui, alors les beaux-parents, quand il s'agit des familles recomposées, c'est comme si les beaux-parents, pour certains, ils étaient encore dans le deuil du couple d'avant, pour qui ça pose un peu problème. Ils sont encore dans le deuil du couple d'avant. Quelquefois, ils peuvent pas accepter la nouvelle personne parce qu'ils se disent je me suis attachée à ma belle-fille, mon beau-fils. C'était ce qui importait, c'était la famille. C'est le parent de mes petits-enfants. Quelquefois, il y a des choses comme ça. Donc, je reste loyale à cette relation-là, à cette personne-là, ce qui est quand même une disqualification pour leur propre enfant et du nouveau conjoint. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Et quelquefois, les beaux-parents sont très contents de la séparation parce que ils n'étaient pas du tout satisfaits du couple qui était formé avant et donc ils sont très accueillants de cette nouvelle personne. Souvent, ces beaux-parents-là, il faut un petit peu se méfier parce que je me dis que quand il y a une action comme ça très importante
et une grande déclaration sur je n'étais pas d'accord sur le couple d'avant, ça veut dire alors que ce couple d'aujourd'hui doit passer par le crible de l'acceptation et de l'accord. Avec toutes les attentes qu'on peut poser dessus, du coup. Exact. Et donc se dire, il faut encore être validé par eux. Ouais. Ça, c'est pas toujours évident. Et du coup, est-ce que vous avez souvent des situations avec des conflits de loyauté entre mais moi je t'aime, mais ça se passe pas bien avec mes parents, il y a une mauvaise, justement il y a pas cette acceptation, mais moi je t'aime, je t'ai choisi dans ma vie, mais ça se passe pas bien avec tes parents. Ça, c'est une thématique qu'on retrouve aussi dans les couples non recomposés quand même. Oui. Ces conflits de loyauté qu'on peut avoir. Comment on peut agir là-dessus? Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de situations où il y a cette question je t'aime, mais c'est vrai, c'est compliqué avec mes parents. Et quelquefois, les couples font le choix justement de ne pas trop partager du temps ensemble. C'est-à-dire, c'est tes parents, tu y vas, moi j'y vais pas. Je reste là, je fais d'autres choses. Oui, je vais pas chez tes parents. Mais je trouve que c'est un truc, c'est comme toutes les solutions, hein. La solution, c'est la tentative de résolution d'un problème avec donc une solution qui quelquefois pose problème dans le temps d'après. Tout à fait. C'est-à-dire que ça peut régler la question, donc on va pas faire des conflits parce que tes parents et moi, on s'entend pas très bien et donc on va s'éviter. La question, c'est que si on s'évite, qu'est-ce que ça devient aussi du nous conjugal et du nous parental aussi face à cette famille. Et dans quelle mesure, quand l'autre y va, j'ai l'impression qu'il choisit son camp. Et donc, avant qu'il y aille, c'est très tendu. Une fois qu'il est là-bas, je ne veux pas en entendre parler, ou bien on doit s'appeler 250 fois. Et quand il revient, quand la personne revient, c'est très tendu parce que je suis un peu en colère d'avoir été abandonnée. Voilà. Donc, le fait de ne pas s'entendre avec ses beaux-parents, très souvent, oriente la relation du côté de « alors, quel choix tu fais ?» Tout à fait. De quel est ton camp? Et ça génère des tensions très importantes dans les couples. Hein. Oui, je pense que c'est aussi utile peut-être de rappeler que là on parle du côté couple, mais que dans une relation, la responsabilité est toujours partagée et que c'est aussi important que les parents comprennent que l'effort doit se faire dans tous les sens dans la relation. C'est pas simplement au conjoint, à la conjointe de dire bon ben moi je vais être dans le compromis et d'être dans une position qui peut être aussi dans certains agismes, un jeunisme, un infantisme ambiant, de dire mais c'est moi le parent, je reste le parent d'eux, donc c'est pas moi qui vais céder entre guillemets. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des deux côtés cette souplesse-là. Ah oui, alors là c'est le monde idéal, c'est sûr. Oui. C'est-à-dire que chacun doit se dire déjà respecter en fait. C'est le choix de mon fils, c'est le choix de ma fille. Je respecte ce choix-là et j'accueille cette personne. Mais quand on est face à des beaux-parents qui ne peuvent pas faire ce pas-là, comment on fait pour protéger le couple? Comment on fait pour protéger le couple? Ça, je trouve que c'est très important que dans le couple, on ait des stratégies communes, des stratégies partagées. Et pour cela, il faut pas être très attaquant des parents. Oui, complètement. Je pense qu'il faut en effet pas être très attaquant, bien choisir ses mots pour pas activer un petit peu l'autre personne. Quand même, ça reste du respect, mais pas forcément du respect d'une personne, du parent qui nous embête, mais de notre conjoint, de ses sentiments vis-à-vis de ce parent. Et nous, à la maison, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit. On a quand même une règle, c'est que on fait relation, bien sûr, tous ensemble. Par contre, quand il y a un sujet qui pourrait être un sujet de conflit, chacun s'occupe de ses parents, parce que déjà ça permet de rester dans une certaine unité de notre couple, parce qu'il y a aussi le sujet du couple parental qui entre en jeu avec les sujets éducatifs, ô combien source de conflits aussi. Et c'est vrai que nous, depuis qu'on a mis ça en place, depuis 10 ans, enfin depuis un petit moment, ça assainit quand même, je trouve. Après, c'est notre modèle à nous. Mais c'est une bonne chose, ça permet d'assainir, je trouve. Ouais. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Quand il y a des questions qui sont des questions touchy, je gère avec mes parents, toi, tu gères avec tes parents. Et puis, chacun est l'ambassadeur de son couple auprès de sa famille. Exactement. C'est surtout celui qui a l'appartenance première. Hein, c'est ma famille d'origine. Donc, c'est moi qui ai ce rôle de défendre et de présenter et d'avancer le projet et l'idée que ce nouveau conjoint
est la personne avec laquelle je souhaite être et est la personne avec laquelle je serai. L'affirmation, elle doit être quand même vraiment du côté, un peu comme vous avez décidé, du côté de l'enfant des parents. Ouais, je pense que c'est vraiment important. Il faut se dire que quelquefois, quand même, on choisit, et je le dis dans le livre, mais quelquefois, on choisit un conjoint qui va pouvoir dire à nos parents ce qu'on n'ose pas dire. Bien sûr. Mais c'est intéressant aussi. Ça peut être aussi un indicateur qu'on a nous-mêmes des choses à régler quand même. Donc ça reste important. Parlons justement de parentalité un peu et de parents. Il y a un sujet, une question qui est toujours encore un peu tabou, mais qui mérite d'être posée. C'est est-ce qu'un beau-parent peut être un vrai parent, entre guillemets? Certains beaux-parents jouent un rôle très actif dans l'éducation des enfants, tandis que d'autres restent très en retrait. Est-ce qu'il existe un juste milieu? Comment savoir où se situer sans marcher sur les plates-bandes des parents biologiques, on va dire? Non. Je pense qu'un beau-parent ne doit pas être un vrai parent. Ok. Je pense que la meilleure place, c'est l'idée de se dire « je suis un adulte ressource et je serai un adulte ressource pour toi ». Et c'est cette place-là que je veux prendre auprès de toi. Et cette place d'adulte ressource, c'est une place que personne ne nous enlèvera. La place du parent de substitution est pour moi une place un peu de strapontin. À part si le parent est décédé, c'est une place qui est en danger. Si le parent était à distance, si le parent était en conflit, si le parent et tout d'un coup il revient, le risque c'est que pousse-toi de là, c'est ma place. Et même l'enfant, qui est l'enfant, adolescent ou même adulte, se retourne vers son parent parce que là, il a le parent qui lui donne une place, qui lui donne une attention qu'il ne donnait pas à un moment donné. Et donc, moi, je trouve que c'est très important de se dire, c'est pas forcément une place enviable et souhaitable, en fait. Ah non. Ça. Parce que je trouve que le beau-parent, il peut avoir la chance d'être dégagé des questions éducatives tout plein, à taux plein et à temps plein. Et il peut se dire, ces questions éducatives-là, elles prennent une place dans une relation qui est bien plus vaste, qui est basée sur l'idée de la relation avec une personne ressource, avec une personne qui a une place dans ma vie très importante et au même titre que d'autres membres de ma famille, en fait. Mais après, c'est vrai qu'on peut aussi se dire que ces sujets éducatifs peuvent être source de conflits même au sein du couple, par exemple. S'il y a, si moi je suis beau-père, par exemple, que je me mets en couple avec une personne qui a un enfant et que je suis un peu dans une certaine situation de domination adulte et comme on dit en France, d'éducation dite traditionnelle, même si j'aime pas trop, mais bon bref, et que je m'aperçois que moi je trouve que ma conjointe avec son enfant au quotidien, je suis pas d'accord avec certains sujets éducatifs, quoi. Pourtant, les deux parents biologiques, eux, sont tout à fait d'accord avec ça. Comment on peut dealer un peu avec ça? Parce que c'est compliqué. Ah, c'est très compliqué. Et je trouve que vous parlez d'un exemple qui est peut-être, alors je vais exagérer parce que j'aime bien des gros chiffres comme ça, mais c'est peut-être 90% des problèmes dans les familles recomposées quand il y a un problème. Tout à fait. Parce qu'il y a plein de familles recomposées avec lesquelles il y a de la souplesse, on se découvre, on se laisse du temps et on avance et c'est super et c'est chouette parce que on découvre les gamins, on découvre un adulte qui est intéressant et intéressé à passer du temps avec moi et à profiter, etc. Donc ça c'est ok, c'est super. Mais dans la majorité des cas, il y a une histoire de finalement je vais dire comme ça, entre guillemets, redresser cet enfant qui ne traite peut-être pas bien sa mère ou qui profite de la gentillesse de son père, qui parle de la bouche de son parent qui n'est pas là, qui n'est pas très sympa. Et moi, je vais dévoiler la supercherie et moi, je vais mettre tout le monde dans le bon rang et dans le bon chemin. Ce qui vous appeliez, que vous disiez, entre guillemets, l'autorité traditionnelle, sur ce mode-là, c'est vraiment prendre le ticket de l'échec de l'histoire. Non, mais c'est important. C'est vrai, prendre le ticket de l'échec de l'histoire, parce que on est dans un truc, je vais asseoir mon autorité. L'autorité actuelle, c'est l'autorité qu'on appelle l'autorité nouvelle, c'est une autorité basée sur l'adhésion. C'est une autorité basée sur l'exemplarité.
ce qui est très différent de l'autorité traditionnelle. L'autorité Bien sûr. traditionnelle, c'est vertical et fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Point. Exactement. Aujourd'hui, les enfants et les adolescents d'aujourd'hui vont vous dire, mais pourquoi? Mais toi, tu peux pas me dire ça puisque tu le fais pas. L'autre jour, j'étais un entretien avec une adolescente qui me dit, mais mon père, il veut pas faire la vaisselle, mais il veut que je fasse la vaisselle. Ah. Et ma mère, elle doit faire la vaisselle. Pourquoi il ne fait pas la vaisselle? Donc c'est quoi? C'est que les femmes qui font la vaisselle? Très intéressant pour une adolescente d'aujourd'hui. Très embêtant pour son père. Pour les deux aspects. Non, mais bien Qu'ils sûr. se disent que c'est que les femmes qui peuvent faire la vaisselle. Mais surtout par rapport à son autorité. Lui, il va se dire c'est une rebelle. Lui va se dire c'est une rebelle. C'est pas acceptable. Ça ne rentre pas dans l'autorité traditionnelle, ça. Oui, tout à fait. Dans l'autorité traditionnelle, vos parents disaient va faire la vaisselle. On obéit. Personne ne discute. Personne ne discute, il faut y aller tout de suite. Et d'ailleurs, vous vous faites engueuler parce que vous n'aviez pas pensé à faire la vaisselle avant qu'on vous demande. C'est C'est une vrai. évidence. C'est ça. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, le risque, c'est que le beau-parent se mette dans une espèce d'exigence qu'il ne devrait pas. Il se rend, comment dire, responsable d'un truc qui est un challenge super complexe. Ouais. Dans lequel, c'est comme les premières lignes des guerres, quoi. Et pourquoi il faut se mettre à la première ligne, là? On va laisser le parent se débrouiller avec son enfant sur certaines questions. Donc, moi, je trouve qu'il y a l'idée de l'autorité qui se met quel type d'autorité, et moi, je vais faire mieux. Une histoire d'amour, c'est dire, il faut que cet enfant m'aime, je dois l'aimer. Ça devient aussi le challenge. Alors, qui est très paradoxal, parce qu'à la fois, c'est il doit m'aimer, et moi, je vais asseoir mon autorité. Ça va pas trop avec. Et dans cette histoire d'asseoir l'autorité, moi, j'observe quelquefois une rivalité avec le conjoint d'avant, dans l'idée que je veux montrer comment ça se fait, comment ça doit se faire. Et que l'enfant, en fait, est le moyen d'atteindre le conjoint d'avant, ou bien d'attendre le conjoint d'aujourd'hui, le partenaire actuel, pour dire, regarde comment il faut faire. Et ça, c'est très mauvais, parce que ça voudrait dire que je me hisse en disqualifiant tous les autres adultes autour de moi. Et l'enfant, il est loyal, hein? Il n'acceptera pas. Donc, il faut vraiment se dire, qu'est-ce que je souhaite, en fait? Qu'est-ce que je veux? Quelle est mon intention, hein? Et qu'est-ce que je veux pour ma relation avec cet adulte, mon nouveau partenaire? Qu'est-ce que je veux de la relation de cet enfant? Et pas partir bille en tête, allez, on va faire clean, on va cleaner, comme disent les adolescents. Voilà, tout ce truc-là, parce que ça risque de mettre vraiment le couple en échec. C'est vrai que sur l'autorité, moi, je peux que vous rejoindre. Moi, j'ai cette phrase que je dis souvent, que j'ai dit sur les réseaux, mais que je disais déjà aussi en entreprise quand je formais des managers et quand j'accompagne aujourd'hui des gens en coaching, c'est que l'autorité, c'est quelque chose qui se donne, pas quelque chose qui se prend. Et il faut vraiment faire ce switch-là, et comme vous le dites, par l'exemplarité, par la cohérence beaucoup, par la congruence, etc. C'est vraiment là que ça s'exprime. Et pour reprendre l'exemple de la vaisselle, moi, ma fille qui pourtant a 6 ans, quand on lui propose de faire la vaisselle, bon, des fois, elle a pas très envie parce qu'elle est en train de jouer et ma foi, on va composer. En tout cas, elle comprend que c'est normal de faire la vaisselle parce qu'elle voit papa, maman faire la vaisselle, qu'elle voit bien qu'on l'a fait tout le temps, qu'il y a pas de, enfin, que c'est pas une corvée, en fait. C'est juste quelque chose de logique dans la famille. Et puis, vous parliez aussi, sur l'enfant d'être une personne ressource. Je me dis que ça peut être aussi peut-être une clé, que même dans des cas des difficultés éducatives, on n'est pas là pour remettre de l'ordre, mais on est là pour être une personne ressource pour la personne avec qu'on a choisi pour partager notre vie. Donc là, pas par rapport à l'enfant, mais par rapport à notre conjointe, quoi. Et totalement. C'est vrai, hein, c'est vrai, tout à fait. Par rapport au conjoint, d'avoir aussi un support et de se dire que moi, j'arrive pas à parler à mon enfant là. T'inquiète, moi j'y vais. Alors, c'est pas, je vais parler à ton enfant pour mettre de l'ordre, Bien sûr. mais je vais parler à ton enfant parce qu'on a de la confiance entre nous et que ce que je pourrais lui dire, il entendra peut-être autrement que si c'est son parent qui le dit. Donc, moi, je trouve que ça peut être une réelle ressource pour tout le monde. Vous avez raison de le faire noter. C'est pas qu'une ressource pour l'enfant, mais c'est une ressource aussi pour le parent qui va pouvoir bénéficier et profiter
de cette présence-là. Par contre, si j'ai l'impression que mon conjoint est plus en colère que moi, qu'il est plus sévère que moi, qu'il est plus dur que moi, alors je ne pourrais pas compter sur lui, sur elle, pour être une ressource, voyez. Oui, mais tout à fait. C'est là tout l'enjeu. Et puis en plus, là, je pense forcément à mes pères masculins. C'est qu'il y a aussi la possibilité, en fait, on soit une personne ressource, mais sans être un fournisseur de solutions. Juste qu'on accueille la parole. Et ça, bon, force est de constater quand même dans notre société que les hommes ne sont pas éduqués pour l'instant dans ce sens-là, en tout cas majoritairement, quoi. Le simple fait d'écouter, d'accueillir les choses, sans se dire, mais attends, je vais régler le problème. Cette idée il faut pas trouver la solution, enfin, on n'est pas là pour trouver la solution. C'est vrai que ça, c'est une grande différence de genre entre les hommes et les femmes. Parce que quand votre compagne vous raconte quelque chose pour vous dire « Ah, mon fils ou ma fille, non, elle veut pas que vous preniez votre épée de chevalier et que vous alliez régler le problème. Elle veut entendre ce que vous en pensez, elle veut discuter avec vous, mais elle veut pas la solution. C'est parce que c'est l'idée de enjoindre à penser, de conduire l'autre à penser par l'écoute, en fait. Par le fait que la personne se raconte et qu'elle raconte ça, c'est déjà un super process. Oui. Vous savez, dans mon pays, je suis donc brésilienne, on dit, si tu veux faire plaisir à un parent, fais d'abord plaisir à son enfant. Si tu veux faire un cadeau à un parent, fais d'abord un cadeau à son enfant. Je pense que c'est très juste, cette histoire. Et donc, si je passe toute ma journée à critiquer l'enfant de l'autre, à attaquer l'enfant de l'autre, à ne pas accepter l'enfant de l'autre, bah oui, je vais avoir un conjoint, une conjointe qui est pas très accueillant pour moi, qui n'est pas très attentionné envers moi, même si j'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour le défendre, bien sûr, pour le protéger. Ça marche pas. Moi, j'ai dit qu'on a 3 intouchables. Nos parents, nos enfants et la patrie. La patrie, pas l'État. Mais oui, non, mais j'entends. C'est la patrie dans l'idée de lieu où j'ai vécu, mes madeleines à moi, l'espace de vie qui fait que je suis identifiée, mon identité est celle du français, du brésilien, du japonais, du chinois, voilà, cette identité-là. Nos parents et nos enfants, c'est-à-dire que dans ces 3 intouchables, je peux dire moi tout ce que je veux dire de mes parents, de mes enfants, de mon pays, mais si quelqu'un d'autre ose le dire, c'est insupportable pour moi. Mmh. Et même s'il ose le dire, le minimum. Par exemple, vous êtes avec votre conjoint et vous lui dites « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bordélique, Jules. Qu'est-ce que Jules est bordélique, il est terrible. » Votre conjoint dit « Ah oui, mais il est insupportable, Jules. Va, je peux te dire que c'est vrai, t'as raison. » Vous devez défendre Jules. Pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu dis ça? Exactement la même pour vos parents. Oui, vous dites, oh, ma mère, elle m'appelle 40 fois, oh là là, qu'est-ce qu'elle est angoissée, ou qu'est-ce qu'elle veut, non. L'autre dit, oui, c'est vrai, ta mère, elle appelle beaucoup, hein. Comment ça? Pourquoi tu dis ça de ma mère? Mais pourquoi ça te gêne? Enfin, c'est vraiment un truc viscéral comme ça. On se voit pas faire, quelquefois, mais on le sent immédiatement, la nécessité de protéger et de défendre nos intouchables. Je me rappelle d'une thérapie pour laquelle une dame m'avait dit « Je voudrais être son intouchable comme son enfant est son intouchable. » Non. On ne pourra pas être l'intouchable de notre conjoint, de notre conjointe. On sera quelqu'un d'important, qu'elle protégera si on est dans une relation saine, mais on ne sera pas un intouchable. Justement, les enfants sont souvent au cœur des conflits. On dit souvent qu'ils sont le problème. Alors la question, c'est est-ce qu'ils sont le problème ou est-ce qu'ils sont le symptôme? On parle de la difficulté des enfants pour accueillir, d'accepter ce beau-parent, mais est-ce vraiment eux le problème en fait souvent? Ou est-ce que c'est plutôt le reflet des tensions entre adultes? Comment est-ce que on a déjà donné des pistes, mais il y a vraiment ce côté comment éviter que ce sujet d'enfant devienne un champ de bataille quotidien. On vient d'évoquer l'écoute, etc. Mais si vraiment, par exemple, la présence, enfin,
le sujet de l'enfant, moi, ça m'insupporte en fait. L'attitude de cet enfant m'insupporte à moi. Alors, bon, les gens qui nous écoutent connaissent mes principes éducatifs, donc voilà, sans au-delà des principes éducatifs propres à chacun et chacune, mais comment, du coup, est-ce que je peux aborder ce sujet-là si vraiment c'est un truc qui, au quotidien, moi, je vis aussi dans cette maison, par exemple, avec cet enfant au quotidien, et vraiment, c'est des choses qui me sont insupportables. Alors, je pense que l'enfant est très souvent un symptôme d'une problématique plus vaste. Et les troubles du comportement ou les comportements inadaptés de l'enfant, si on le considère comme ça, viennent raconter quelque chose de bien plus vaste. En fait, dans une famille recomposée, il y a toujours l'ombre de l'ex. On en parlera sans doute, mais il y a toujours l'ombre de l'ex. Donc, dans quelle mesure cette ombre-là, donc l'ombre de l'ex, le deuil du couple précédent, il peut y avoir 2 couples précédents, un seul couple, mais le deuil du couple précédent et la peur. Quand même, on doit dire que la peur provoque beaucoup d'anxiété chez nous. Et l'anxiété, c'est ce qu'on appelle... Ça provoque des événements qu'on voudrait éviter, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle l'angoisse d'anticipation. Quelquefois, on est tellement dans la crainte que cette chose arrive qu'elle finit par arriver. Moi, je rencontre quelquefois ici des personnes qui vont... et des adultes et des enfants qui vont se dire, mais déjà, par exemple, je pense à des ados qui disent, mes parents sont séparés, bon, ok, c'est comme ça, c'est pas grave, mais moi, je veux pas qu'ils aient des belles-mères, enfin, je veux pas avoir une belle-mère ou un beau-père. Mais je dis, pourquoi? Non, mais parce qu'elle va être pas gentille, ou parce que lui, il va être méchant, ou parce que... Et donc, on est dans la peur liée à nos représentations, et dans la peur qui ont les parents aussi, parce que très souvent, les parents vont dire ça. Mais moi, je voudrais voir qui est cette personne qui va être avec mon enfant, ce qui est juste et qui est légitime. Mais moi, je ne veux pas laisser passer tel truc. Donc, on part déjà, par nos représentations, du principe que la belle-mère ou le beau-père, ça risque de mal se passer. Et finalement, malgré nous, peut-être qu'on met en place des conditions pour que ça se passe mal. D'une part, parce qu'on voudrait faire comme si c'était cette histoire ici qui comptait, c'est-à-dire on oublie qu'on est aussi quelquefois face à un enfant endeuillé et que l'arrivée du beau-parent est la preuve que le couple d'avant ne se fera pas, que la famille ne sera plus comme avant, encore plus quand il y a un petit enfant qui arrive dans cette famille nouvelle. Et donc, en fait, quand bien même le beau-parent arrive des années plus tard, si c'est une relation stable, dans laquelle on voit que le parent est bien, dans laquelle on se sent aussi bien, ça intérime, ça affirme et ça réaffirme la fin de la famille d'avant. Et quand même, l'enfant aura toujours une petite pointe à un moment donné, dire « ça serait chouette si ça avait été comme ça ». Ouais, il y a une petite nostalgie, une petite mélancolie. Sur l'anxiété, je sais pas si vous l'avez vu, moi je recommande aux gens en tout cas d'aller voir Vice Versa 2. Le dessin animé de Disney. Le 1 était déjà très bien pour les émotions de base, mais alors la représentation de l'anxiété dedans et de ses conséquences potentiellement néfastes quand on est dominé par l'anxiété, c'est vraiment très très éloquent. Vous avez soulevé un point qui est important, c'est aussi comment, voilà, dans cette relation à l'enfant de l'autre, comment est-ce qu'on peut aussi ne pas les aimer, par exemple. Mais avant d'attaquer cette question, je voudrais vous poser une autre question, c'est à quel moment est-ce qu'on doit poser ses limites ? Que ce soit parce qu'on a aussi le droit en tant que personne, alors dans chaque partie, on va dire, de cette famille recomposée, que ce soit avec les enfants, les beaux-parents ou les ex, il y a forcément des moments où on se sent un peu envahi. Comment est-ce qu'on peut poser des limites de manière saine sans déclencher une guerre ouverte ? Ah, je pense qu'il faut poser des limites toujours. Les limites sont des bonnes choses pour tout le monde. Les limites sont des choses qui sont très... Si on pose des limites parce qu'on veut avoir une relation saine, parce qu'on est dans des relations respectueuses, c'est hyper important les limites, parce que les limites permettent à l'autre de savoir jusqu'où il peut aller, qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc ça rassure tout le monde en fait. Mais les limites, elles doivent être justes. Et donc c'est difficile, par exemple, si je donne ce genre de limite à l'enfant de mon conjoint, mais que je donne pas la même au mien. Bien sûr que l'enfant du conjoint n'a pas le même accès à mon corps, par exemple. Peut-être mon enfant, il est plus à l'aise, il viendra me faire un bisou sur moi, etc. Alors que l'enfant de mon conjoint,
je veux pas qu'il soit dans cette posture-là et que moi, je ne voudrais pas que ça soit cette chose-là non plus. Et donc ça, ce genre de limite-là, ça se cale un peu naturellement parce que c'est l'intimité, c'est la proximité. Mais si j'ai dit, toi, t'as pas le droit de te resservir de dessert, mais que pour mon enfant, il a le droit, s'il y a des limites qui sont injustes, ça, c'est pas possible. Après, une autre chose que je trouve qui est nécessaire, c'est l'idée de penser les différentes configurations, en fait. C'est pas parce qu'on est une famille recomposée qu'on doit faire tout, tous ensemble. C'est super intéressant, l'idée de, bon, mais moi, aujourd'hui, je fais des trucs avec mes enfants, toi, tu peux faire des trucs avec tes enfants, on fait des trucs tous ensemble, je fais des trucs avec tes enfants, on fait des choses, tu fais des choses avec mes enfants, et puis les enfants font des choses aussi entre eux s'ils peuvent, des trucs en fonction des âges, mais jouer ensemble, aller au cinéma ensemble, enfin, vraiment. Donc, il faut quand même qu'on pense ces différentes configurations, et ça, je trouve que ce sont des bonnes limites aussi, des bonnes limites de la relation. Mais les limites basées sur le respect et sur ce qu'on souhaite, nous, moi, je trouve que dès le départ, il faut le faire. Parce qu'on le fait avec nos enfants dès le départ. Oui, tout à fait. Dès le départ, on donne le signe. Non, là, je suis un peu fatiguée. Là, je veux te poser. Ou là, non, tu peux pas faire comme ci, comme ça. Donc, en fait, l'autorité qu'on a établie avec nos enfants biologiques, elle est basée aussi sur une présence, sur l'apprivoisement, on va dire l'attachement. C'est-à-dire, si on veut parler comme Saint-Exupéry avec Le Petit Prince, on va dire on a été apprivoisé. Si on veut parler théorie de l'attachement, on dit on a été attaché. C'est-à-dire qu'il y a eu un attachement sécure qui a permis à ce que quand mon parent me dit fais comme ci, fais comme ça, je ne suis pas en train de me dire que c'est une méchanceté, qu'il veut faire ça parce qu'il est contre moi. Parce que entre nous, il y a une sécurité qui fait que je me dis, bah, c'est quand même une personne ressource. Et malgré ça, malgré le fait que je sache que mon parent ne me veut pas du mal, quelquefois je fais pas ce qu'il veut. Bien sûr. Ah non, oui. Et donc, Et heureusement. Et donc, ça ne peut pas devenir le cheval de bataille dans une relation entre beaux-parents et beaux-enfants. Tu dois faire tout ce que je te demande de faire. Ce n'est pas la preuve de l'amour pour personne et entre personnes. Mais quelquefois, ça devient la preuve de l'amour dans cette relation. Et dans le cas, tes limites avec les beaux-parents, mais les parents de mon conjoint, de ma conjointe, comment est-ce qu'on peut les fixer aussi de manière saine? Alors, pour reprendre l'exemple que nous, que j'ai cité de notre relation à nous, l'expérience, mais avec nous, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble, donc avec toutes les tempêtes qu'on a traversées, l'expérience qu'on a, nous, dans notre relation à nous, fait que si par exemple, je sais pas, mon père vient critiquer ma compagne devant moi, c'est pas forcément ma compagne qui va répondre. Et en fait, c'est pas un sujet de je vais, et l'inverse c'est vrai, hein, c'est pas un sujet de je vais sauver ma compagne. C'est un sujet de c'est moi le rempart qui vient poser la limite avec mon propre parent. C'est l'idée de l'ambassadeur. Tout à fait, ouais, comme on la développait tout à parole l'heure. est à l'ambassadeur. Okay. L'ambassadeur, c'est lui qui va dire non, ça peut pas être comme ça, tu peux pas parler comme ça d'elle, etc. Et c'est quand même beaucoup mieux quand c'est le père et la mère, dans les beaux-parents, dans les familles recomposées, c'est bien mieux quand c'est le père et la mère qui vont dire non, tu peux pas intervenir comme ça tout à fait. avec ton beau-père ou ta belle-mère. Justement, on parlait d'attachement. Il y a quand même un tabou aussi, je pense qu'il faut éclater là-dessus. Revenons sur les enfants. Le tabou, c'est je n'aime pas les enfants de mon ou de ma partenaire. Alors, dans le sens où il peut arriver que des beaux-parents n'éprouvent pas d'attachement naturel, avec tous les guillemets que je peux mettre autour de ça, autour du mot naturel, envers les enfants de leur conjoint, de leur conjointe. Alors, est-ce que c'est un problème fondamental? Que faire quand la relation ne prend pas? C'est une hypothèse tout à fait possible. Mmh. Qu'on n'aime pas l'enfant de l'autre. C'est tout à fait plausible que l'enfant de l'autre ne nous aime pas. Et donc, je reviens sur l'idée, qu'est-ce que je attends de cette relation? Quel est mon projet pour cette relation? Parce que mon projet peut ne pas être je veux que cet enfant m'aime et je veux aimer cet enfant. Mais mon projet peut être je veux qu'on soit dans une relation respectueuse. Je veux qu'il sache
que je suis là pour lui s'il a besoin. Mais surtout, je veux que notre famille fonctionne et que ça se passe bien entre nous. Donc, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. Ça, c'est la règle de la relation. Bien sûr. Donc, je pense que ça, c'est un truc à dire. C'est-à-dire, écoute, moi, j'ai l'impression que c'est compliqué entre nous. Quelquefois, je n'aime pas trop quand tu fais certaines choses. Je vois bien que tu n'aimes peut-être pas trop mon style ou qui je suis. Mais on a une chose en commun, c'est que on aime tous les deux ton père ou on aime tous les deux ta mère. On aime de manière différente, mais notre but, c'est quand même qu'elle soit heureuse ou qu'il soit heureux. Et ça, c'est un truc qui nous unit. Donc, si on est en conflit, si on est fâché, si on est en train de se dire des choses terribles, ce n'est pas bon pour toi, ni bon pour moi. Ce n'est pas bon non plus pour ton parent. Donc, on va essayer de se respecter. Toi, tu peux me dire quand ça va pas et quand tu trouves que c'est pas OK. Et moi, je ferai de même avec toi, de manière très respectueuse. Et je dis ça, je dis pas qu'il faut que les personnes disent exactement ce que je suis en train de raconter. Oui, tout à fait. Oui. C'est le principe de base, quoi. Et voilà, c'est dans l'esprit, c'est dans le principe de base. Pour autant, quelquefois, ce que je vais observer, c'est que les enfants sont aussi le thermomètre d'une relation dysfonctionnelle. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'enfant peut tout à fait dire, par son observation, je trouve que cette conjointe, je trouve que ce conjoint fait souffrir mon parent. C'est un peu, ça peut être un peu le témoin lucide, comme dirait Alice Miller par ailleurs. Exactement. Ça peut être le témoin lucide. Ça peut être le témoin lucide et dans une situation plus compliquée et plus ambiguë pour l'enfant, il peut être le confident. Et donc, s'il est le témoin lucide et le confident, ça le met dans une situation où la proximité avec le beau-parent, elle est impossible. Oui, en plus de la parentification quand même qu'il y a de cet enfant qui ne devrait pas être dans cette position-là quand même. Et oui, exactement. Mais on voit bien que très souvent, c'est l'enfant qui va dire ce qu'il estime que le parent ne pourrait pas dire. Oui, tout à fait. Et donc, il va devenir le bras armé, le porte-parole du parent. Et ça, c'est vrai dans les situations face à ces deux parents biologiques. Hein. Aussi, oui, tout à fait. Ce n'est pas nécessairement dans les situations de séparation ou des familles recomposées, mais on l'observe aussi dans les familles recomposées. Quelquefois, le parent qui n'arrive pas à assumer une autre position face à son nouveau conjoint, qui serait une position où il défendrait son enfant, il protégerait son enfant, mais par derrière, il va dire à l'enfant, tu sais, il est compliqué, ou elle est comme ça, mais nanana, et il crée avec l'enfant une alliance qui fait que l'enfant comprend qu'en fait, c'est lui qui doit dire au conjoint du parent ce que le parent n'a pas l'énergie, n'a pas le courage, n'a pas la force de faire. Et très souvent, du coup, ces enfants vont être considérés comme des enfants insolents, des enfants mal élevés, des enfants pas agréables. Si on va gratter, ce sont des enfants qui défendent les parents et qui sont loyaux envers les parents et qui vont, en fait, presque vouloir montrer le chemin, quoi. Regarde comment tu dois faire. Non, mais ce qui n'est pas du tout leur place. Allons sur un terrain compliqué, parfois glissant, l'ex. Quand l'ex est toujours dans l'équation. Les relations avec les ex sont parfois plus présentes qu'on ne l'aimerait. À quel moment doit-on se dire que ce n'est plus une simple coparentalité, mais une ingérence ? Comment gérer ça sans mettre en péril son couple ? Et je vais même rajouter aussi sans mettre en péril l'enfant ou les enfants. Moi, je trouve que d'une part, l'ex, elle sera toujours là. Mais je comprends tout à fait l'idée de l'ingérence et de l'intrusion. Il sera toujours là parce que l'enfant sera toujours là et parce que si l'enfant est là, l'ex, il est un peu là quand même. Et c'est important que on se dise en fait que cet enfant, il a affaire au moins avec 2 sous-systèmes de parentalité, 2 sous-systèmes de coparentage. C'est lui, si les 2 parents sont en couple. Bien sûr. Donc, quand il est dans un sous-système, ça se passe comme ça. Quand il est dans un autre sous-système, ça se passe comme ça. Et quelquefois, si il y a trop d'écart entre les 2 sous-systèmes, l'enfant, il est quand même dans une situation où là,
il a carte blanche pour tout faire, voilà, il est empêché de tout faire. Donc, un petit peu d'entente entre ces sous-systèmes pourrait aider l'enfant et pourrait participer à la cohérence. Ce qui n'est pas la même chose de vouloir que l'autre nous dicte ce qu'on doit faire. Dans les situations où c'est conflictuel, c'est-à-dire plus il y a du conflit, plus l'autre est là. Et quelquefois, il n'est pas amené par mon conjoint qui a été en couple avec cette personne, mais par moi qui suis la nouvelle ou le nouveau et qui estime que cette relation, ça ne va pas. Moi, j'ai quelques situations de thérapie de couple que ça se passe comme ça. Tu aides trop ton ex. Oui, j'aide trop mon ex. Et puis, on va évaluer dans quelle mesure c'est ça. Ou si ton ex t'appelle pour amener les enfants en voiture à tel endroit, tu le fais alors que c'est son temps à elle. L'autre répond, oui, mais je le fais parce que c'est mes enfants. Et oui. Et que c'est difficile de les laisser dans une situation délicate. Non. Donc, l'autre sera toujours un peu là. Mais quelle est la place qu'on va accorder à l'autre? Moi, j'ai dessiné dans le livre 2 circuits. Moi, j'appelle le premier le cercle vicieux de l'évitement et le deuxième, le cercle vertueux de la transparence. Le cercle vicieux de l'évitement, c'est celui que l'ex m'appelle. Mon ex m'appelle. Me dit, j'aimerais bien, est-ce que tu pourrais changer jeudi, récupérer les enfants? Une demande en service autour des enfants. Moi, je me dis, je peux pas dire à mon conjoint parce que si je lui dis, il va me dire qu'elle fait n'importe quoi, elle fait tout ce qu'elle veut de moi, je cède à tout, j'accepte tout. Et donc, j'essaie de faire un truc un peu en cachette. Sauf que l'autre, il découvre parce que les cachotteries, ça tient jamais toujours, ça tient jamais longtemps, surtout dans ces situations-là. L'autre découvre que j'ai fait un arrangement avant même que je lui dise, parce que je vais dire que j'ai fait l'arrangement le dernier moment du dernier moment, parce que je suis dans l'évitement. Et parce que je me dis, ça va faire un conflit. Et parce que j'ai une expérience qui fait que je me dis, ça fait conflit. Mmh. Et donc, je ne dis pas. Ou j'ai dit trop tard, l'autre découvre. Ou bien j'ai dit devant le fait accompli, l'autre dit, mais c'est insupportable. Et donc, conflit, tension. Et puis après, on finit par se mettre d'accord sur le fait que l'autre parent, c'est-à-dire l'ex, est vraiment insupportable, embêtant, et que c'est à cause de l'ex qu'on s'est fâché. Donc l'ex, c'est le mauvais objet. Mmh. Et puis après, on se calme, tout se passe bien. Rebelote, l'ex, à un moment donné, me fait une demande et le truc finit comme ça. Le cercle vertueux de la transparence voudrait que quand l'ex m'appelle, je dise, écoute, j'en parle à mon nouveau conjoint, ma nouvelle conjointe, et je te le dis. Je ne peux pas te dire oui maintenant, mais je vais en parler. Et donc, l'idée, c'est que je ne peux pas dire oui maintenant, mais je vais en parler. Ça ne veut pas dire que je vais obéir à ce qu'il va dire mon nouveau conjoint, mon nouveau partenaire. Mais ça veut dire que je vais écouter mon nouveau partenaire. C'est lui qui va avoir le dernier mot. C'est quand même moi. Parce qu'il s'agit de mon côté, un peu dans la même règle qu'est la vôtre. Avec les parents, oui. Voilà. C'est moi qui ai le dernier mot sur la chose. Parce que c'est moi qui dois me sentir ou pas. Mais on va décider ensemble. Et ça va être quand même... Je vais mettre sur la table, on va discuter. Elle m'a appelé, oui, il m'a appelé, il m'a demandé ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que... Voilà, je voudrais que tu saches. Et puis, je rappelle l'autre en disant... Nous avons décidé que c'est comme ça. Et ça change tout. Bien sûr. Ça change tout. Et ça permet aussi de fixer une limite, mine de rien, aussi. C'est la clarification de la relation. Toujours la clarification. C'est quelque chose qui donne des limites. J'attends ça de toi, tu attends ça de moi, donc c'est OK. Ça répond aussi à notre problématique, là, que j'imaginais en vous écoutant de manière un peu sous-jacente, c'est les personnes un peu toxiques, qui peuvent être nos ex parfois, dans certaines relations, où il peut y avoir des enjeux de pouvoir, justement, avec les enfants, avec une certaine culpabilisation vis-à-vis des enfants, sans parler de formes de violence vicariante, mais ça peut être important. Et en effet, ce cercle vertueux peut aussi être une forme de réponse très saine à ça, ou en tout cas pour se préserver d'un type de relation qui n'est pas sain.
C'est très important. Et c'est très important que le conjoint ne devienne pas un bouclier dans ses relations passées. Bien sûr. Mais que ça soit vraiment un truc où si je ne suis pas d'accord, je peux déjà dire écoute, ça ne me va pas trop, mais je vais discuter avec telle personne, enfin mon conjoint. Oui, bien sûr. Et je te dirai, mais je te dis déjà, moi, c'est pas trop mon truc. Enfin, c'est possible aussi d'en dire quelque chose si on estime déjà que c'est. Oui, puis en plus, ça peut être justement au contraire, comme vous le soulignez, ça peut être l'inverse, ça peut être moi, ça me va pas trop. Mais si ça se trouve, mon conjoint, ma conjointe va peut-être, il ou elle prendre, va peut-être avoir une solution à proposer. Et oui, ça peut être en effet aussi super intéressant. Alors, bon, on se remet en famille, on fait une famille recomposée, mais parfois on se resépare. Une séparation après une recomposition, est-ce que c'est encore plus dur? Quand une famille recomposée éclate, l'impact est parfois encore plus fort que pour une séparation classique. Pourquoi? Comment limiter la casse pour les enfants? On y va vers une famille nouvelle, une famille recomposée avec beaucoup d'espoir. C'est quand même les familles pour lesquelles on croit à l'amour. On croit à l'amour et j'ai un collègue qui travaille aussi sur ces questions qui s'appelle Serge Maury. Il va dire les familles recomposées, elles ont beaucoup d'amour et de culpabilité. C'est vrai, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, de culpabilité, mais je trouve aussi qu'il y a du coup, ça demande beaucoup d'énergie. Et dans cette idée on a beaucoup investi. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'exigences face au nouveau couple, à la nouvelle famille recomposée. On arrive dans un truc où on se dit déjà, ça, je veux pas. Parce que j'ai déjà expérimenté, ça m'a fait souffrir, ça ne m'allait pas. Et donc, en fait, ce couple, cette nouvelle famille, il y a beaucoup de challenges à relever. Il y a un niveau d'exigence très élevé. Oui, tout à fait, oui. Bien plus élevé que pour le premier couple qu'on a formé. Et puis, donc, il y a aussi beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes qui seraient, il faut que ça marche à tous les coups. Et quelquefois, parce qu'on ne veut pas un deuxième échec, entre guillemets, parce qu'on considère que c'est un deuxième échec, alors on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Mmh. Parce que c'est comme si on se disait, un divorce, c'est OK, mais 2, ça veut dire que c'est moi le problème. Ça vient confirmer que c'est quand même moi le problème. Si je divorce 2 fois ou si je me sépare 2 fois, ça veut dire quand même que c'est moi. Et cette préoccupation-là de se dire c'est moi le fautif ou c'est moi la fautive, quelquefois c'est une mauvaise raison, mais c'est une mauvaise raison qui nous fait rester. Très souvent. Très souvent, non, mais dans certaines situations. Et donc, c'est vraiment important qu'on se dise si ça ne marche pas cette fois-ci, ce n'est pas ni de ma faute, ni de la faute totale de l'autre. C'est nous, c'est les circonstances, c'est le contexte. Chacun a sa dose de responsabilité sur cette situation-là. Et le projet, c'est pas de s'enfermer, même si ça ne va pas. Après, on doit se dire que quand on a eu l'énergie et la force pour se séparer une fois, là aussi, ça met la pression à nouveau à la famille nouvelle et au couple nouveau. Ça veut dire que chacun de nous deux est capable de le faire. Et oui, on a déjà traversé ces épreuves-là. Et on sait le faire. Ouais. Donc, ça a été terrible, ça a été difficile. On ne veut pas le revivre, mais on sait le faire. Ouais. Donc, ça met aussi une forme de tension par rapport à ça. Dans les familles recomposées, quand le beau-parent a vécu beaucoup d'années avec l'enfant, quelquefois, il y a des familles recomposées, on a connu un enfant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je trouve que la réussite, c'est que l'enfant continue à avoir contact avec cet autre adulte. S'il arrive, si le parent autorise, et si cet autre adulte veut bien. Qui reste une ressource, quoi. Exactement. Ouais. Mais moi, je pense à des situations, je pense à une jeune adulte qui était partie faire un tour du monde et quand elle est revenue, son beau-père et sa mère étaient séparés. Elle savait, quand elle est partie, ils étaient séparés. Et quand elle est revenue, elle a dit, bon, je dois rester 3 mois installée avant de trouver mon appart, de partir dans une autre ville. Je vais être chez mon beau-père. C'est chouette. Okay. C'est beau. C'est chouette. Et elle dit à sa mère, t'as un rythme différent du mien. Elle va régulièrement voir sa mère. Elle n'est pas fâchée contre sa mère, mais elle sait qu'elle a une place aussi chez son beau-père. Et elle dit, je vais chez mon beau-père.
Oui, donc c'est quand même le signe de quelque chose de réussi, du coup. Bien sûr. Même dans le cas de la séparation, il y a quand même quelque chose de très réussi. C'est une personne ressource. Tout à fait, ouais. Ça signe le fait, c'est une personne ressource. Et donc, c'était une relation, à mon sens, de couple réussi. Même si le couple parental, ça a marché, quoi. C'est beau. Pour finir, Yvi, j'ai une question par rapport à votre plus grand déclic sur les familles recomposées. À force d'écouter des témoignages et d'accompagner des familles, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou marqué sur la manière dont ces relations évoluent ? Il y a des très belles histoires dans les familles recomposées. Je ne sais pas si on dit assez, mais il y a des très belles histoires. Je pense que les beaux-parents peuvent sauver psychiquement, émotionnellement des enfants. Et quelquefois, ça peut être destructeur aussi. Oui, tout à fait. Mais il y a des très belles histoires. Moi, ce que je note, peut-être que 3 choses qui pour moi sont très significatives, c'est la question de la temporalité. Je pense qu'on doit donner du temps et donner à un enfant la possibilité de faire un peu le deuil de ce que s'est passé pour lui, de la famille d'avant, l'organisation d'avant, la construction d'avant, pour qu'il puisse plonger à nouveau dans une autre logique de famille, et du temps pour qu'on s'apprivoise, du temps pour qu'il y ait de l'attachement entre nous, pour que je puisse me positionner d'une manière où je suis celui qui demande de l'ordre, du rangement, de la participation, etc. L'autre jour, j'entendais un homme qui disait ici, au sujet de la famille recomposée qu'il forme, il dit « Moi, j'ai toujours pensé que le beau-père ou la belle-mère devait d'abord donner beaucoup d'amour avant de demander des choses. » Il disait, il faisait comme ça avec la main, il disait « C'est beaucoup plus du côté de l'amour, du temps passé, du temps partagé, de la tendresse, de la confiance établie, et beaucoup moins de l'autorité, la règle, les limites, le cadre, Bon, je trouve que je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que c'est juste. Ouais. Je trouve que c'est juste. Bon, donc ça, la question du temps pour tout ça, c'est quand même pour moi très important. Je pense que c'est aussi très important que l'enfant soit autorisé par les parents à aimer un autre adulte et à s'attacher à un autre adulte, aimer dans le sens de l'attachement, encore une fois, à s'attacher à un autre adulte, à laisser venir et à laisser place un autre adulte dans sa vie. Et l'autre, peut-être que ça serait l'idée de s'interroger, qu'est-ce que j'attends de cette relation? Qu'est-ce que je demande à cet enfant? Est-ce que c'est OK pour lui? Est-ce que je ne suis pas en train de demander quelque chose qui n'est pas faisable pour lui en fonction de comment il se sent maintenant? Donc, que lui est-il arrivé? C'est toujours très compliqué, je trouve, pour un enfant de sortir de chez lui, de chez un des parents qui est en tristesse, en pleurs, en souffrance, et puis switcher dans la maison de parents qui est bien, avec son nouvel amour, qui se sent bien, dans lequel on est bien. Ça génère quand même une certaine tension. Ouais, c'est 2 univers très différents, oui. Donc, si je devais dire une dernière chose sur ça, je dirais que je pense que le beau-père ou la belle-mère doivent rester au seuil de la porte. Merci. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.